Fait trop de bruit ce machin. Vous avez été un sacré paquet à me la demander celle-là. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai d'une machine qui est extrêmement importante dans l'histoire de Ducati et même du monde de la moto, à tel point que j'en ferai même un épisode dédié en termes d'histoire la semaine prochaine. Je l'avais pas fait avec la DZRX, mais celle-là elle le mérite vraiment. Il s'agit de la Ducati Monster. Alors 2021, 2022, 2023, je ne sais pas quel est le millésime de celle-ci, mais il n'y a pas eu vraiment de changement. Peut-être des coloris, c'est les mêmes modèles depuis la grande refonte. Et cette moto est à mon sens représentative de Ducati sur les 30 dernières années. La marque italienne n'existe pas que depuis 1993, loin de là. Mais sur les 3 dernières décennies, on a vraiment une machine qui, à mon sens, incarne la marque Transalpine, c'est cette dernière. On peut pas réduire Ducati à l'histoire de la Monster parce que c'est une marque qui est tellement légendaire, c'est vraiment l'équivalent de Ferrari dans le monde de la moto, que la Multistrada, la Panigale, la 848, la 1098, il y a plein de machines qui nous reviennent en tête. Mais finalement, je trouve que cette Monster, elle incarne non seulement quelque chose par rapport à l'histoire de son créateur, de sa marque, mais aussi à la moto en règle générale, parce que on dit souvent que la Monster, c'est un petit peu l'essence même de la moto. 2 roues, un guidon, un moteur, et c'est tout. Et bon, petit peu embourgeoisé quand même avec les années, mais c'est vrai qu'on retrouve un petit peu cet esprit. Aujourd'hui, la machine qu'on a sous nos yeux, c'est une version A2, donc c'est une moto qui est bridée en A2. Ça aura son importance quand on fera le dynamique, je vous en parlerai, mais pour tout le reste, bien évidemment, ça s'applique à tout le monde. Et on va remercier Espace Murit, nos copains, qui nous ont encore prêté une machine très sympa pour l'essai. Donc n'hésitez pas, KTM, Yamaha, Ducati et Kawasaki. En ce moment, en plus, ils font des soldes sur tout ce qui est accessoires, équipements, casques, blousons. Il y a des trucs vraiment cool, donc n'hésitez pas à aller les voir à Châtillon. Donc quand je dis que cette machine représente une révolution dans l'histoire de la Monster, c'est que c'est vraiment le cas. Cette moto, elle a fait couler énormément d'encre sur plein d'aspects qu'on va voir ensemble, mais plus dans l'aspect négatif que positif en ce qui concerne les fans absolus de la marque. Mais vous savez, les fans, si on leur retire un truc, ils gueuleront toujours. Si on leur rajoute un truc, ils gueuleront toujours. Alors qu'au final, en fait, les machines continuent à se vendre. Donc il faut quand même avoir conscience qu'un fan, c'est en règle générale quelqu'un d'insatisfait. La première chose qui est super importante sur cette machine, c'est qu'on abandonne les chiffres. De tout temps, les Monsters ont toujours eu un chiffre devant. La 821, la 797, la 1200, c'est terminé. Peut-être que Ducati pense que nous sommes neuneux et que nous ne retiendrons pas le chiffre. Moi, à mon sens, c'est plutôt pour donner cette notion que maintenant la Monster, il y en a une, et c'est celle-là. On va commencer par le look, parce que ça, c'est le truc qui a un petit peu énervé tout le monde. Effectivement, cette machine perd une partie de son identité. C'est vrai qu'avant, la Monster avait un coup de crayon qui lui était vraiment propre, et là je suis désolé, je ne peux pas aller à l'encontre de cette idée que cette nouvelle itération est bien plus consensuelle, bien plus proche d'un dessin peut-être asiatique, japonais. C'est vrai qu'il y a quand même 2-3 choses qui nous font un peu penser à ça. Alors néanmoins, je veux quand même m'attarder sur certains détails. Le feu me fait fortement penser à celui d'une MV Agusta, ce côté un peu diamant, et il y a quand même quelques petits détails qui gardent un petit peu cette signature Ducat, avec notamment les échappements, les doubles échappements latéraux sur le côté qui sont très caractéristiques et que d'ailleurs je trouve assez jolis. Finalement, on peut les remplacer par des éléments Accra, thermie un petit peu plus sympa, mais je trouve que c'est pas mal. Et on a ici un petit réservoir en dos de bison, c'est comme ça qu'ils l'appellent chez Ducat. J'ai du mal à voir le bison, peut-être parce que c'est arqué, j'en sais rien. Mais ça aussi, c'est assez caractéristique des Monsters. Après, en termes de finition, il y a du bon, il y a du moins bon. J'ai quelques petits détails ici, ces écopes un peu en plastique ne font pas toujours extrêmement bien valorisant, alors que pourtant l'intégration des clignotants dedans, elle est magnifique. On a un côté très brut de décoffrage avec un radiateur qui est tout de suite mis à nu, mais par contre j'essaye de voir si je vois le klaxon. Vous voyez, je crois que ce dernier il est quand même plutôt bien intégré dans la moto et on le voit pas, et ça c'est une bonne chose parce que chez Yamaha en règle générale ils mettent ça un peu n'importe comment. Voilà, je dirais que c'est pas forcément aussi bien fini que les anciennes machines 821 1200, mais on conserve cette idée que c'est pas la moto de monsieur et madame tout le monde. Cette Ducat, elle est quand même, elle a un cran de plus en termes de valeur, et ça c'est plutôt cool. Et du coup, avant de passer à la suite, j'aimerais vraiment que vous me disiez un petit peu ce que vous pensez du design de cette moto. Est-ce que vous faites partie de ceux qui hurlent à la mort en disant que non, c'est honteux, c'est scandaleux que Ducati ait fait ça, ou est-ce qu'au contraire vous trouvez que ce nouveau design lui va plutôt bien? Là où on va rester sur un peu de tradition, c'est sur le bouilleur, le cœur ici de cette petite moto là qui bat un petit peu fort. Et en fait, malgré le fait que les gens aient un petit peu gueulé que la moto elle est plus comme avant, il faut savoir que cette Monster applique une recette qui est extrêmement
extrêmement similaire à la toute première machine de 1993 avec un châssis dérivé de la Superbike de l'époque, la 888. Cette fois-ci, c'est la Panigale, on s'en parlera après, mais aussi le moteur qui est lui pris de la Sportivo GT, on va dire un petit peu à l'époque. Ici, c'est la Super Sport 950 et donc on reprend ce bicylindre en L à 90 degrés qui sort 111 chevaux, 93 Nm de couple. Donc ça, ce sont des valeurs qui la classent directement un petit peu dans cet esprit roadster sportif. D'ailleurs, la machine, elle avait été mise dans le top des roadsters sportifs, 4e ou 5e position, je sais plus, vous vous en souviendrez sans doute mieux que moi. Et on a également sur ce moteur une distribution desmodromique. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en parlerai peut-être dans l'épisode Histoire de la Monster que j'ai pas encore tourné. Pour faire simple, dans un moteur, les soupapes en règle générale sont rappelées, relevées grâce à des ressorts. Ducati ont décidé d'utiliser deux cames, une pour pousser la valve et une pour la remonter, la soupape, pardon. Et du coup, en fait, ça permet au régime d'avoir un meilleur rendement. On s'y intéressera un peu plus tard, mais c'est une des spécificités des moteurs italiens de chez Ducati. Et on a une particularité normalement sur cette moto, c'est des quantités de couple qui sont élevées. Et bien figurez-vous que ce que j'ai vu, c'est que cette machine en fait a moins de couple qu'une MT-09 ou une Duc 890, des machines un petit peu dans le même nombre en termes de centimètres cubes de cylindrée, mais je pense que ça s'explique parce que sa valeur maximale de couple elle est atteinte plus bas à 6500 tours, donc ça doit donner à mon sens un moteur un petit peu plus vivant, un petit peu plus punchy, qui est exploitable dès les bas régimes. On verra ça sur place au moment de faire le dynamique, mais bon, je pense qu'on va pas trop se perdre avec la moto. Maintenant, on va parler de la deuxième révolution qui a un petit peu embêté les puristes, on va dire, c'est l'abandon du treillis tubulaire sur le châssis. C'est fini les amis, je suis désolé, faut passer à autre chose, la modernité n'attend pas, et en ce qui concerne cette moto, eh bien on adopte un cadre monocoque en aluminium. Donc comme je vous disais, c'est des solutions qui existent déjà sur la Panigale, la sportive aujourd'hui de chez Ducat, et effectivement, eh bien on abandonne le treillis. Alors moi ça me fait de la peine aussi, parce qu'un treillis tubulaire c'est joli, ça donne une identité à une moto, mais là en fait il a fallu faire des concessions, et c'est pas qu'un mal, parce que cette moto en fait, grâce à ça, elle perd 18 kg par rapport à la 821. 18 kg en fait. La machine passe à 166 kg à sec, ce qui en fait la plus légère de sa catégorie, à ex-aequo avec certaines autres comme la Duc 890, mais la solution était plutôt bien vue de la part de Ducat s'ils veulent rester un petit peu dans la course, avoir des valeurs qu'ils peuvent afficher qui sont quand même impressionnantes. Là c'est le cas. Alors il y a 2-3 trucs à dire aussi sur notamment le réservoir de la moto. Maintenant je fais tout sur la partie cycle, je parle du réservoir, de l'autonomie, etc. Et ensuite je ferai la position de conduite. Ce réservoir est à 14 litres. C'est excessivement bas vraiment, c'est vraiment un réservoir qui est très pauvre en termes de contenance, et pour un appétit de 5 litres, 5-6 litres au 100, Ducati ils annoncent 5,2, la réalité n'est pas si loin que ça. Ça vous donne 200, 220, 230 km d'autonomie, c'est pas grand chose. Petite anecdote, sachez que l'indication d'essence sur cette moto n'est pas forcément des plus fiables, puisque quand je suis allé la chercher chez Espace Murit, elle m'indiquait 58 km de autonomie restante avant d'arriver chez moi, mais j'étais déjà à la moitié du chemin et j'ai eu une panne sèche. Je me suis retrouvé à pousser la moto sur 3 km parce que l'indication n'était pas tout à fait fiable. Donc méfiez-vous quand même si vous achetez une Monster. Soyez un petit peu attentif à ça, ça peut ne pas faire de mal. Allez, on monte un petit peu sur la moto pour vous donner un petit ordre d'idée de la position de conduite de cette dernière. Alors, la selle est assez haute, elle est à 830 mm, il existe des options qui permettent de réduire la taille, mais néanmoins elle est fine, et vous le voyez, je suis vraiment en position crapaud. Donc là, je suis très bas, je pense que celle-ci, elle a dû être rabaissée, c'est pas possible autrement, mais même si j'étais sur la hauteur maximale, je serais bien à l'aise. Ici, je pense qu'un pilote de 1m70 ou plus sera à l'aise, que ce soit peut-être un pilote masculin, peut-être un petit peu plus petit, que ce soit une pilote féminine, je pense qu'il n'y aura aucun souci. Niveau position, on est à l'avenant, on est droit, un tout petit peu vers l'avant, mais c'est vraiment que dalle. On n'a aucun appui ni sur les poignets, ni sur le dos. Les jambes sont relevées, mais sans exagération. C'est plus relax que à l'attaque. Vraiment, pour le coup, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Bon, protection au vent va être inexistante parce qu'on n'a pas de saut de vent. Il y a une version plus qui a une petite bulle, si vous voulez, pour vous protéger. Et voilà, globalement, cette moto, on est bien campé dessus, il n'y a aucun problème. Je pense que la selle, on s'en parlera dans le tour dynamique, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément le truc le moins confort au monde, même si bon, pour un roadster comme ça, c'est jamais des machines qui vous permettent de faire des centaines de bornes avec. Je veux bien descendre, mais d'abord je mets la béquille. Voilà, donc globalement je pense à une position de conduite qui devrait satisfaire tout le monde, sans trop de problèmes. Niveau suspension, alors malheureusement cette machine elle coûte quand même un petit peu cher. Ducat ont l'habitude de faire du premium, et la suspension ça m'embête un petit peu parce que c'est une suspension inversée de 43 mm, je crois, j'ai pas gardé le détail en tête, mais qui n'est pas réglable.
fiable. Donc il faut vraiment qu'on fasse confiance à Ducat sur les réglages qu'ils ont appliqués à la moto. Ça me fait un peu peur hein, parce que sur ce niveau de prix, on aimerait bien quand même pouvoir un petit peu régler la fourche. Et concernant le freinage, là par contre, on a du Brembo M4.32, des étriers radio 4 pistons qui font un travail normalement très bon. Les mètres cylindres, c'est du Brembo aussi, donc ça devrait bien se combiner et donner à la machine un pouvoir stoppant très bon. Finalement, nous allons terminer sur la technologie de cette machine qui est extrêmement bien dotée. Donc d'abord, première chose, on a un écran TFT qui est vraiment très sympa, 4,3 pouces, donc c'est pas le plus grand, mais par contre en termes de design, d'apparence, il est super chouette, il est très joli, il fait penser à celui de la Panigale hein, puisqu'il utilise un petit peu le même OS, le même système d'exploitation. Ça c'est vraiment super cool. Les commodos sont bien présentés, on a full LED à l'avant, à l'arrière, donc tout ça super chouette. L'intégration des clignots elle est magnifique. Et ensuite en termes d'assistance, on va avoir 3 modes de conduite, donc Urban, Tour et Sport si je dis pas de bêtises, c'est ça. On va avoir du contrôle de traction, de l'ABS dans l'angle, du wheeling control, du launch control. La machine est très bien équipée. La seule chose qui lui manquerait à mon sens, c'est un petit régulateur de vitesse. C'est vraiment le seul truc qu'on peut lui reprocher à cette Ducat. Quick shifter up and down aussi, excusez-moi, j'avais oublié. Et finalement, en option, on peut avoir des poignées chauffantes et le Ducati Multimedia System pour connecter votre smartphone. Voilà, la machine est vraiment bien dotée. Ça, je suis assez content de voir un petit peu que Ducat se sont lâchés un petit peu sur la dotation d'origine et qu'il n'y a pas trop d'options à droite à gauche. Ça fait plutôt plaisir. Démarrons un peu le bouilleur parce que ça fait aussi partie du côté un peu traditionnel hein, des Monsters d'entendre un petit peu comment ce moteur sonne. Le démarreur qui a toujours du mal, hein. C'est normal sur une italienne, c'est contextuel. Et on va voir un petit peu ce que ça donne en termes de grognement. À mon avis, c'est bien une des choses que cette Ducat n'a pas perdu sur son âme, c'est son moteur. Et maintenant, eh bien, on va monter dessus et on va aller la conduire pour voir un petit peu ce que ça donne en dynamique. Allez, on y est devant la petite Ducati Monster. Je vais vous emmener faire un petit tour dynamique sur cette machine légendaire. Hein. C'est ce qui ressort le plus aujourd'hui quand on parle de la Monster. C'est que c'est une icône. Voyons si elle est toujours à la hauteur. C'est parti. Alors, j'ai mis tous mes équipements de pluie pour ne pas avoir trop froid. On va faire craquer le démarreur. Ah, le petit son bicylindre là. Alors déjà, première chose, rayon de braquage sur 20. Hein. Là, ça braque presque mieux que certaines japonaises. On est très à l'aise hein, tout de suite. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On va regarder dans les rétroviseurs. Et c'est parti! Alors, qu'est-ce qu'on pense déjà de base de la position de conduite de cette petite moto? Eh bien, écoutez, on est très à l'aise. Franchement, c'est un roadster même pas tant sportif que ça, je vais pas vous le cacher. La position est vraiment à l'avenant. Je suis bien droit, j'ai pas de pression sur le dos, sur les poignets. Tout va extrêmement bien hein, sur cette machine. Là, j'ai vraiment aucune contrainte, même les jambes sont pas trop relevées. Je pense que c'est même un poil moins agressif que ce qu'une triple ou une triple, bien sûr, une street triple, hein, pardon, c'est dur à dire, ou une KTM 890 Ducar aurait à offrir. Donc en ce sens, pas mauvais. On va tout de suite regarder un petit peu juste ici de quoi le moteur est capable. Ah, c'est bien ça, on a une petite réactivité assez immédiate. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, hein, je vais pas vous le cacher, j'ai déjà roulé avec la moto, je suis honnête avec vous, c'est que la version A2 m'a l'air un peu limitée en haut du contour, mais aussi en bas, parce que je ne trouve pas qu'elle ait la pêche d'un bicylindre de 100 chevaux. Hein. C'est, à mon avis, Ducati, ils ont aussi bien limité la puissance que le couple sur cette moto dans les bas régimes. Et surtout, cette moto, elle s'exploite vraiment en dessous de 5000. En dessous de 5000, là, je suis en 4ème, je tourne, je sens que j'ai une poussée sympa. Quick shifter, poussée sympa. Et il faut vraiment essayer de rester en dessous de 5000 quand on veut conduire un peu dynamiquement. Alors, on le sait, hein, un bicylindre, c'est souvent un type d'architecture dans lequel on va vouloir un petit peu comme ça aller chercher les bas régimes, parce que c'est là que se situe le gras du couple. Mais sur cette moto, c'est encore plus vrai. Donc voilà, si vous achetez cette moto en A2, sachez que elle ne délivrera pas nécessairement l'intégralité de sa plage et bien à bas régime, je pense, parce que moi je l'ai déjà essayé, comme vous le savez, cette Ducati Monster, et j'avais l'impression que le moteur était autrement plus réactif. Je suis en mode sport, hein, donc vraiment j'ai le réglage max. Vous voyez, là ça va, mais si je suis à 5000 et que je tourne, c'est beaucoup moins réactif.
C'est vraiment en dessous que ça se passe. Sur la version libérée de la moto, le pic de couple est atteint à 6500 tours. Donc ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Mais bon, globalement ça reste un petit moteur qui a quand même une santé qui est très sympa, qui est très chouette avec ce grognement là, ça cogne. C'est ça qui est agréable hein, sur les Twins comme ça de chez Ducat, c'est que ça... Elle a même des petits retours à l'échappement d'origine et ça fait très très plaisir sans pour autant être dérangeant pour les voisins, donc c'est cool. Et derrière ça reprend bien avec une belle santé dès lors qu'on a appris un petit peu à contrôler, à manipuler ce moteur comme il faut, et bien on s'en sort plutôt pas mal. Donc, je reviens aux aspects un petit peu pratiques de l'essai avec notamment la maniabilité de cette moto qui, du haut de ses 166 kg, hein, l'une des plus légères, si ce n'est la plus légère de la catégorie, et bien c'est un vélo. J'ai l'impression d'être sur un Decathlon MX Rider 500++. Je ne connais pas les noms hein, des vélos chez Decathlon, excusez-moi. Vraiment, c'est hyper léger, ça s'oublie très facilement même en ville. Alors le seul truc auquel il faut faire un petit peu attention, c'est les rétroviseurs. La moto a un petit peu large, hein, plus qu'une sportive, c'est logique, mais vraiment ça se manie tout à fait bien, c'est très agréable. Le tableau de bord est extrêmement lisible, ma bonne dame. Vraiment, il est d'une lisibilité. Il est vraiment d'une lisibilité incroyable, disais-je, et il est très premium. J'aime beaucoup les polices utilisées. Je trouve que ça fait très sérieux. Hein. Ça reprend un peu l'OS qu'il y avait sur la Panigale. Je vous en ai parlé sur le tour statique, et effectivement, c'est ultra agréable. Je trouve que toutes les informations sont bien ordonnées, c'est très clair. Les Komodos sont très agréables. C'est pas les tout derniers, ou tout du moins ceux qui sont utilisés sur les motos haut de gamme de la marque, mais je les trouve très sympas à utiliser et ils tombent plutôt bien sous la main. Par contre, et je le sais, on va finir par m'appeler sur YouTube Warning Man, mais ça là, ça va pas, je vous l'ai déjà dit, j'aime bien que mes warnings soient au bon endroit, bordel. Ça c'est pas normal. Regardez, je suis obligé d'enlever ma main de l'accélérateur pour pouvoir mettre mes warnings. Je suis désolé, moi ça ne me va pas. Je sais, je défends peut-être une cause tout seul, mais je trouve que c'est dommage. Ils auraient pu les placer peut-être ici, d'autant plus que là c'est pour changer le fait que les feux de route soient automatiques ou non. Je vois pas l'intérêt, alors que vraiment des warnings c'est des trucs qui sont importants à avoir à proximité d'une moto, ou alors si vous voulez le mettre du côté droit du Komodo avec l'index là accessible. Bon bref, vous le savez, j'aime pas ça. Sinon pour le reste tout va bien. Il faut juste apprendre à se servir de ce bouton de validation là où il y a les clignots pour rentrer dans le menu pour choisir en fait les modes de conduite. Là vous voyez, je suis sport, touring, etc. Mais une fois que ça on l'a compris, ça marche très bien. Je relâche juste la poignée d'accélérateur pour pouvoir valider mon choix. Donc globalement niveau poste de pilotage tout est très bien. Les rétroviseurs sont très sympas, ils sont très design, je les trouve vraiment super beaux ces rétroviseurs. Ils se marient magnifiquement bien à la machine, on peut bien les ajuster, ils sont assez grands, ils ne tremblent pas. Donc ça là-dessus, chapeau magique Nintendo à nos amis de chez Ducati, et la machine fait un bon taf à ce niveau là. Concernant le dégagement de chaleur de la moto, j'en parle tout de suite parce qu'on va avoir un peu de la ligne droite et des courbes après pour vous montrer le châssis. Lorsque j'ai essayé la Monster, la première en version full, elle dégageait une chaleur qui était insupportable. J'étais obligé en ville de conduire comme ça avec la cuisse vers l'extérieur, vous voyez, parce que sinon j'avais peur de me brûler. Et ben là c'est pas le cas. Alors il fait super froid, hein, les températures redeviennent très frileuses, froides, et donc peut-être que ça joue en sa faveur, mais du coup je révise peut-être un poil mon jugement. Quand même, hein, si vous roulez la moto en été, en interfile dans la ville, etc., méfiez-vous, hein, je préfère vous prévenir parce que la dernière que j'avais testée était pas agréable du tout à ce niveau-là. Mais là, en tout cas, ça semble quand même plutôt bien dans l'ensemble. Maintenant, on va avoir 2-3 petites courbes pour tester un petit peu le châssis de la machine. Je vous rappelle qu'on est sur une suspension qui est non réglable, donc il va falloir faire confiance aux paramètres de Ducati par défaut. C'est un petit peu détrempé, hein, donc je vais pas non plus m'exciter comme un fou. Mais je sens un petit peu d'incertitude, on va dire. On sent un peu des espèces de petits bumps comme ça, mais ça c'est aussi lié au revêtement. Elle ne les efface pas aussi bien qu'une suspension un peu plus haut de gamme, mais je reste quand même assez confiant quand je roule un peu plus dynamiquement avec la moto. Alors vous le savez, hein, je suis pas un pilote, donc je ne prends pas des 60 degrés d'angle, mais si j'ai la conduite du motard un peu lambda, monsieur et madame tout le monde, mais en conduite un peu dynamique, franchement je me sens pas trop inquiété. Ça prend plutôt bien. Je vous le dis, les suspensions sont pas forcément les plus premium qui soient, et on sent un petit peu de flottement, mais franchement ça se fait plutôt bien. J'imagine que la version SP doit être infiniment plus agréable avec sa fourche NX30, mais voilà, franchement le bilan est plutôt bon. Freinage,
Ah, ça mord bien. Franchement, ça mord plutôt bien. Je suis pas déçu du voyage. Faut insister un tout petit peu, mais moins que sur la Z900 SE. C'est les mêmes mâchoires, hein, je vous le rappelle. C'est du Brembo M4.32. Mais je crois que les mètres cylindres, là, c'est du Brembo. Et on le sent, en fait. Bah, il me semble que oui, parce qu'il y a il y a le petit logo. Et franchement, si j'y vais un peu, là... Ouais, franchement, on sent que ça freine quand même un peu mieux. C'est plus attaquant, plus mordant. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ils me mettent en confiance, ces freins. Donc globalement, là, la partie cycle, elle fait un bon boulot. Ça reste, on sent que c'est un roadster sportif avec... 2-3 petites concessions à droite à gauche pour les coups, même si la moto est un peu chère, ça on le verra en partie concurrence. Mais la fourche fait un bon travail, et si vous voulez vraiment monter d'un cran, que ce soit au niveau de la suspension ou au niveau du freinage, eh bien messieurs dames, il faudra partir sur la version SP qui elle vous proposera du Stylem et bien du Öhlins en fourche d'une X30 tout simplement. Voilà, écoutez, sur la partie dynamique, en tout cas concernant le moteur et tout, ça marche plutôt bien. Conso, on est en conso moyenne à 4,9 litres au 100. Alors je pense que mon trip a été réinitialisé parce que là ça me semble quand même très bas. Oui, un trip de 1 km, ça ne va pas aller bien loin. Alors je ne sais pas pour quelle raison le trip se réinitialise constamment. Mais j'avais tout à l'heure sur un trip de 150 km, j'avais 5 litres 5, 5 litres 7. Donc à mon avis, on est plutôt dans la bonne moyenne hein, de ce que la moto peut offrir. Et ça me semble correct, hein, 111 chevaux, même si là on est en A2, hein, donc faites attention, mais je pense pas que le A2 limite à ce point-là la consommation de la moto, hein. Je pense pas que ça va vraiment venir l'étouffer à ce niveau, donc comptez entre 5 litres 5, 6 litres au 100 pour cette petite Ducati Monster. Écoutez, j'ai pas pu faire monter Mathilde derrière moi sur la conduite passager, mais de ce que j'en ai vu, ça a l'air d'être pas trop mal, j'ai pas l'impression que les jambes soient trop remontées, ça va pas être une moto extrêmement plaisante à conduire à deux comme ça serait le cas pour eh bien une routière, mais à mon avis ce sera pas non plus hyper dérangeant. Je pense que vous pourrez quand même vous faire quelques petites balades sympathiques, ça posera pas de soucis. Écoutez, voilà, j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de la machine. En ce qui concerne le moteur, bon, c'est la seule petite déception que je vais avoir avec les warnings, mais ça je sais que pour beaucoup c'est du pinaillage, mais je défends quand même mes positions. Juste le moteur, effectivement, j'ai l'impression qu'il est un peu plus bridé, un peu plus castré, même dans les bas régimes, que la version full, alors que d'habitude sur des motos à deux, si le bridage est bien fait, c'est plutôt dans les hauts tours que ça s'exprime. Là, j'ai l'impression que la moto manque un peu de mordant en bas. Autrement, du reste, cette machine, elle fait un super bon taf. Moi, j'ai rien à dire. Le moteur reste quand même un petit peu expressif quand on reste dans les bas régimes. Elle est légère, elle est maniable, la techno, elle est présente. Alors, il y a plein de trucs, hein. Je vous ai juste pas parlé du shifter. Il est super agréable. Il est vraiment très bon. Il passe très bien. Vous voyez, en up comme en down, ça hop. Et en plus, comme cette moto, il faut un petit peu l'exploiter dans les bas régimes, vous allez souvent y avoir recours au shifter. Le fait qu'il soit comme ça de série, ça fait très plaisir. Et non, la moto, elle est très bien dotée, elle a un style qui est chouette, même si bon, effectivement, je le sais, elle rompt un peu avec les codes stylistiques de Ducati, et donc les fans de la marque vont être un peu déçus. Mais moi, vraiment, je trouve que ça se fait très bien. J'ai essayé d'être un petit peu plus court que la dernière fois sur la DZRX parce que je suis désolé, la vidéo 41 minutes c'est juste pas possible en fait, je le sais. Donc là j'ai vraiment essayé de ramasser un peu, je vais essayer d'être en dessous des 30 minutes, 35 au moins j'en suis sûr, 30 minutes au moins pour l'essai. Et du coup eh bien je vais vous laisser, on va se retrouver pour la concurrence de la Ducati Monster, c'est parti. Eh ben ma foi, la cure de rajeunissement et d'amincissement, elle ne fait pas tant de mal que ça. Cette Monster me semble vraiment chouette, en dehors de quelques petits aspects où pour un permis à deux, je trouve le moteur un petit peu anémique, il manque un petit peu de puissance en bas, de couple pour le coup, merci. Mais je vous livrerai mes conclusions à la fin, vous le savez, c'est comme ça que ça marche. D'abord, on va parler un petit peu de concurrence, et là aujourd'hui j'ai décidé de faire un peu différent, plutôt que de prendre trois modèles qui sont un peu dans la même gamme, dans le même esprit en termes de prix. J'ai pris trois machines vraiment étagées sur 3 degrés différents, vous allez voir. La première, c'est la Kawasaki Z900. Alors une machine qui, eh bien, est la seule à avoir un 4 cylindres dans le plateau, hein, de toutes ces motos un petit peu roadster sportifs. Il n'y en a aucune autre qui possède ce type d'architecture-là. Donc on est à 125 chevaux avec une finition qui ne manque pas de charme. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, on a quand même des équipements qui sont très en deçà de ce qu'on peut avoir sur cette moto. Au niveau de l'étrier axial de frein, par exemple, quelque chose que
Kawasaki utilise depuis la nuit des temps sur leur roadster mid-size et ce serait quand même bien qu'ils fassent évoluer, pas que pour la version SE. Technologie, c'est pas foufou, la fourche, bon, elle mériterait d'être un petit peu plus rigide, on va dire. Toujours est-il qu'une Z900, elle se positionne à un prix qui est incroyablement bas, 10 199 € en prix public, et c'est celle qui a gagné notre petit top des motos les plus puissantes pour le moins cher, puisqu'elle affichait un rapport de 81 € le cheval, ce qui est super intéressant. Donc si vous voulez une bonne bouille, finition qui reste quand même assez chouette. Et puis une bécane qui est assez sympa au niveau du moteur. Ça peut être vraiment pas mal du tout. Alors la prochaine, c'est une concurrente de taille pour la Monster, puisqu'il s'agit de la nouvelle Street Triple 765 RS de 2023. Hein, donc une machine qui n'est pas encore arrivée, ne vous inquiétez pas. Hein, ça commence à un petit peu pointer le bout de son nez. Hein, d'ici 1 ou 2 mois, on va les voir arriver et je l'essaierai. Et là, on a quand même quelque chose qui est assez vénère. Déjà en termes de puissance, on passe à 130 chevaux par rapport à la génération précédente et 80 Nm de couple. C'est une moto qui est moins coupleuse hein, que la Ducati Monster, qui va vraiment un petit peu s'exprimer en haut des tours, mais surtout qui est extraordinairement bien finie. Hein. Ça rivalise vraiment avec Ducati au niveau du soin du détail comme ça. On a un guidon qui est un petit peu plus élargi par rapport au modèle précédent pour avoir un petit peu plus de confort, on va dire, et de d'aisance à la manier. On est un petit peu plus droit. Et derrière, après, c'est le festival des équipements. Brembo Stilema, écran de ma boule, du Hollins. Bref, celle-ci, elle va quand même mettre des bâtons dans les roues à tout le monde dans la catégorie et peut-être se réimposer comme la reine absolue des roadsters mid-size. Je suis pas sûr qu'elle soit vraiment déjà descendue de cette marche-là. Moi, je mettais la 890 du Caire devant elle, mais pour des raisons purement personnelles, hein, j'ai envie de dire. Là, on est quand même sur quelque chose qui est très haut niveau. À voir ce que ça va donner, mais en tout cas, au niveau du prix, on est sensiblement pareil que la Monster. Il se pourrait qu'il y ait un fight assez violent dans les mois à venir. Finalement, j'ai décidé de partir sur un truc complètement maboule. Hein. Si vous avez du pèse à claquer, que vous savez pas quoi foutre de votre thune, vous pouvez opter pour une MV Agusta Brutal 800 RR. Alors, on est quand même sur des considérations qui sont sensiblement plus élevées en termes de puissance que la Monster. Hein. Cette moto fait 140 chevaux. Je la conserve néanmoins dans les roadsters mid-size, qui en fait moins de 150. Presque une CB 1000R peut être considérée un roadster mid-size, j'en suis pas sûr, bref, c'est pas la question. Toujours est-il que là, quand même, genre, la moto est une œuvre d'art, hein, c'est à se damner, vous pourriez passer des heures et des jours à l'admirer dans votre salon. Il y a des trucs qui sont fous sur cette moto, hein. L'échappement, je suis pas vraiment sûr d'avoir déjà vu un échappement plus beau ou mieux fini, même chez Scorpion, Yoshimura, Accra, enfin, c'est de l'orfèvrerie, elle est vraiment magnifique. On a une dotation qui est vraiment très bonne en termes d'électronique, on a même du régulateur de vitesse sur une MV Agusta, je sais pas. Mais il y a 2-3 éléments qui m'embêtent un petit peu, et le fait que les équipements en termes de fourche, en termes de freinage, il me semble, soient les mêmes que la Rosso, c'est-à-dire la plus petite, hein, la version dégonflée de la RR, ça me fait un peu mal quand on voit le prix, hein, c'est 17 700 € si je dis pas de bêtises. Quand même à ce niveau-là, on peut quand même demander un peu de Stilema, de fourche Hollins, enfin ça ferait pas de mal quoi. Mais bon, c'est le prix de l'incroyabilité, de l'exotisme aussi, et très potentiellement de avoir une autre moto à côté, parce que la fiabilité MV Agusta, alors je sais, vous avez été plusieurs dans les commentaires à me dire que MV Agusta s'était sensiblement amélioré sur sa fiabilité. Ne vous y trompez pas, le réseau MV est encore extrêmement restreint, ils sont pas forcément mieux au niveau des soucis financiers qu'ils ont pu avoir, donc c'est pas quelque chose qui est toujours très sécure et safe d'acheter une MV Agusta, ça reste un pari super chouette, et si personnellement j'avais les sous pour en avoir une en plus des autres, et ben je serais ravi, mais bon, à vous de voir. Allez, on est arrivé à la fin de cet essai, j'espère sincèrement qu'il sera plus court que celui de la Desert X, on verra ça au montage. En tout cas, la Monster, qu'est-ce qu'on peut en dire? Et ben déjà que la machine a sacrifié beaucoup de choses hein, par rapport à son histoire, mais en conservant certaines idées, comme le moteur repris de la Super Sport, le châssis repris un petit peu dans les idées de la sportive du moment, et puis on a quand même un feeling de conduite qui est chouette, on a toujours ce bicylindre qui cogne un peu. En A2, je sais pas si je vous la recommanderais, parce que je trouve effectivement que ça manque un peu de poussée en bas par rapport à d'autres moteurs que j'ai pu tester, mais si ça vous dérange pas trop, franchement c'est un super choix, si vous avez les moyens, hein, parce que tout le monde peut pas se payer cette moto. La Monster reste quand même, je pense, la digne héritière et bien de celles qui l'ont précédée, et du coup, pas la semaine prochaine, mais celle d'après, je vous ferai un épisode consacré à l'histoire
l'histoire de la Monster, puisque normalement au début du mois de février, je vous sors mon maxi test 1500 km à bord de la Z900 SE, et du coup la nouvelle que je vais prendre, que vous allez choisir, hein. Il y aura un sondage, je vous préviendrai en avance, vous inquiétez pas, mais vous allez pouvoir voter pour la moto que je prendrai. L'essai est terminé, merci à vous d'avoir suivi. Je vous fais un petit rappel rapide sur quelque chose que j'ai lancé il y a quelques jours de cela, je l'ai mis dans l'onglet communauté. J'ai créé une nouvelle section membres pour ceux d'entre vous qui voudraient me soutenir un petit peu plus sur la chaîne. Donc en gros c'est un abonnement, ça s'appelle les Roadstars de niveau Duc 125, c'était au cas où j'en ferai d'autres. Et le principe c'est que moyennant un abonnement de 2,99 € par mois, vous avez accès à quelques fonctionnalités supplémentaires, des petits avantages, dont notamment des émotes et un petit badge en plus quand vous allez commenter ou chatter avec moi dans les lives que je vais faire bientôt. Une priorité pour la réponse à vos commentaires, je n'arrêterai pas de répondre aux autres abonnés de la chaîne, mais ça vous garantit que je vous donnerai une petite priorité. Et en plus de cela, je vous publierai des petits shorts pour vous dévoiler en avant-première les motos que j'essaierai. Je pense que ça ne retire rien aux autres abonnés de la chaîne, vous continuerez à avoir le même type de contenu jusque-là, mais si vous voulez me soutenir un petit peu et m'aider au niveau un peu financier, ça me permet d'avoir une sorte de source de revenus stable, parce que les pubs sur YouTube, c'est très dépendant du nombre de vues, de la saisonnalité. Bref, je vais pas refaire toute l'histoire. Si jamais ça vous dit, c'est disponible, vous pouvez dès maintenant le faire, et ce sera avec un grand plaisir et un grand remerciement que je vous compterai parmi les membres Roadstars de la Roadsters TV. En attendant, portez-vous bien, kiffez vos motos, couvrez-vous, je sais pas, il fait froid en ce moment et la météo elle est chelou. Ciao!